Donc la présentation, effectivement, va concerner la mise en œuvre des fluides frigorigènes inflammables et légèrement inflammables. Donc face aux exigences réglementaires actuelles, on assiste à une transition vers des fluides frigorigènes à faible impact environnemental. Une des caractéristiques de ces fluides frigorigènes est leur niveau d'inflammabilité. Et donc, dans ce cadre-là, dans ce contexte, effectivement, la FCE a mandaté le COSTIC pour effectuer une étude relative à la mise en œuvre de ces fluides inflammables et légèrement inflammables, en vue d'accompagner la filière afin d'assimiler et de s'approprier ces nouveaux fluides. Il était intéressant de voir comment est traitée la thématique inflammabilité, tant d'un point de vue réglementaire que d'un point de vue plutôt technique, opérationnel. En phase de conception, installation, la mise en œuvre des fluides frigorigènes implique une maîtrise réglementaire qui va s'orienter et qui va s'articuler autour de différentes phases. On va avoir, et on voit les différentes étapes successives que l'on peut avoir. On va en premier devoir choisir le type d'application. Est-ce qu'on est sur une application de confort ou est-ce qu'on est au contraire sur une application de réfrigération commerciale, industrielle, etc. Puis après, il va falloir définir le type de bâtiment. Est-ce que l'on est plus sur du résidentiel, sur du tertiaire, sur du résidentiel, sur du tertiaire, sur de l'industrie, sur des ERP. Et si on est sur des ERP, sur quelle catégorie ? 1, 4, 5, etc. Et après, une autre étape, ça va être de définir le système que l'on va installer et son emplacement dans le bâtiment. À partir de là, on va pouvoir recenser les principaux textes à appliquer et voir leur obligation ou non d'application. Et selon le niveau d'inflammabilité du fluide frigorigène, cela va nous permettre d'identifier encore de nouvelles dispositions complémentaires à considérer. Par exemple, par rapport à la charge, est-ce qu'on va avoir une charge maximale par rapport au périmètre de sécurité, par rapport aux mesures de sécurité que l'on va devoir mettre en place selon le système et selon la nature du fluide. Et c'est à l'issue de toutes ces phases que l'on pourra approprier et que l'on pourra appliquer l'ensemble de ces exigences. Le tableau suivant nous montre que selon la nature du bâtiment, par exemple ici on est soit sur deux ERP, catégorie 1 à 4, catégorie 5, si on est en résidentiel, en autre bâtiment, voire en immeuble de grande hauteur, on va avoir un document principal d'application qui va être différent. Par exemple, on va se retrouver avec un texte normatif, la NFEN 378, qui va être le document principal à appliquer pour tout ce qui est résidentiel, ERP de catégorie 5, voire autres bâtiments. Mais également, on peut avoir des textes réglementaires qui, là, vont avoir une application obligatoire. C'est le cas notamment avec l'arrêté du 10 mai 2019 pour les ERP de catégorie 1 à 4. Donc, hormis pour les immeubles de grande hauteur, que l'on soit en résidentiel ou en tertiaire, on voit que l'utilisation des fluides frigorigènes inflammables et légèrement inflammables est possible, quel que soit le type d'autres bâtiments, moyennant pour certains bâtiments quelques contraintes et quelques conditions. En complément de ces différents textes, nous allons avoir aussi d'autres documents à appliquer. On en a parlé déjà ce matin, ça va être notamment par exemple le règlement F-Gaz, pour tout ce qui est, entre autres, contrôle d'étanchéité pour toutes les installations avec des fluides de type HFC. On peut avoir aussi les arrêtés du 24 juillet 2020 pour tout ce qui va être entretien et inspection des systèmes thermodynamiques avec des fluides non soumis à la F-Gaz. Donc par exemple, tous les fluides de type HFO, voire les hydrocarbures et autres fluides dits naturels. Comme on est là sur des fluides dits inflammables, légèrement inflammables ou hautement inflammables,
On aura à regarder les directives ATEX, transposées en droit français, qui vont permettre de définir des zones à risque, qui vont permettre aussi de définir les mesures de sécurité, de protection à mettre en œuvre, voire les conditions d'installation de matériel électrique ou autre. Et puis on aura également la directive relative aux équipements sous pression. De façon un peu plus détaillée, voici un tableau, on va dire récapitulatif sur l'ensemble des phases que l'on peut et que l'on devrait mener en phase de conception. Les premières étapes primordiales, l'étape 1 et 2, ça va être une description du site, une description du bâtiment, le bâtiment en lui-même, mais également la zone d'implantation du système dans ce bâtiment. Est-ce que ce système va être implanté plutôt à l'extérieur, en toiture terrasse, ou est-ce qu'il va être dans le bâtiment lui-même? Est-ce qu'il va être dans un local classique? Est-ce qu'il va être dans une salle des machines, etc. On aura également la nature du système à installer. Est-ce que c'est un système qui est assemblé en usine, donc qui est marquage CE, ou alors est-ce que ça va être un système qui va être assemblé sur site? Quel est le schéma d'implantation des différentes liaisons frigorifiques, etc. Sans oublier, bien évidemment, la nature du fluide frigorigène à utiliser en termes de classe d'inflammabilité, en termes de caractéristiques générales. Et c'est à l'issue du regroupement de toutes ces phases, description du bâtiment, description du site et de l'installation, que l'on pourra analyser les risques et donc identifier les scénarios les plus risqués. C'est-à-dire évaluer et regarder ce que l'on peut avoir en termes de présence de sources d'inflammation dans tout ce qui peut être une zone potentielle de stagnation de fluide lorsqu'il pourrait y avoir perte de confinement au niveau de l'installation. À partir de là, il sera nécessaire de définir les mesures de sécurité à considérer. Outre le respect des notices du fabricant, il y aura l'ensemble des mesures qui va correspondre et qui va permettre de renforcer l'étanchéité et de protéger cette installation. Et puis également tout ce qui est lié aux équipements de sécurité. Quel équipement, quel nombre, où l'installer, etc. En termes de système de ventilation, par exemple, en termes de détecteurs de fluide, combien est-ce qu'on doit en mettre, où est-ce qu'on doit les mettre, quel est le paramétrage. Tout ça devra être mis en phase lors de cette étape. Et puis, la dernière étape, en phase de conception, ça sera lié à la mise en service de l'installation, mise en service dans sa globalité, avec un état global, une vérification globale, comprenant notamment un contrôle d'étanchéité. En parallèle à cette phase de conception, il y a également la phase de maîtrise opérationnelle, de maîtrise technique, qui va regrouper tout ce qui est intervention sur une installation en phase d'exploitation et de maintenance. Et là aussi, comme précédemment, il va y avoir une démarche à engager, une démarche pour pouvoir intervenir, in fine, en toute sécurité. Comme précédemment, il faudra nécessairement avoir une connaissance parfaite de l'installation, du site, le type de bâtiment, le type d'installation, de système, d'implantation et la connaissance aussi du fluide frigorigène. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui vont permettre de recenser les textes à appliquer et qui vont permettre donc de préparer la zone et de sécuriser au maximum la zone d'intervention. En termes de vérifier, est-ce que la présence des dispositifs de sécurité est bien là? Est-ce que ces dispositifs de sécurité fonctionnent bien? Est-ce qu'ils ont été bien paramétrés, etc. Également en termes de tout ce qui est équipement de protection. Et cette préparation va in fine permettre d'intervenir sur l'installation en toute sécurité avec un outillage qui sera adapté à la configuration, adapté au fluide et avec des procédures qui seront également adaptées à l'ensemble de cette installation. Ce que l'on peut voir à travers une enquête qui a été menée donc auprès de 25 professionnels, c'est que la maîtrise réglementaire et
la maîtrise opérationnelle sont deux éléments qui sont complémentaires et qui sont jugés comme primordiaux tous les deux. En effet, à la question « Sur quel point souhaiteriez-vous disposer de plus d'informations et de compétences ?» il apparaît qu'entre 60 et 80% des personnes interrogées, la réglementation, la gestion des risques sont apparues largement. Mais également, on voit qu'entre 40 voire 60% des personnes interrogées, il a été dit l'outillage à disposer, tout ce qui est également stockage, le stockage et le transport de ces fluides inflammables. Et puis également tout ce qui est lié aux opérations de réparation et tout l'ensemble des procédures. Donc en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que les fluides inflammables présentent un intérêt certain, un intérêt environnemental, mais également un intérêt en termes de performance énergétique. Il faut toutefois reconnaître que le corpus réglementaire peut être relativement complexe. On a beaucoup de textes, beaucoup de documents qui vont permettre de traiter de configurations, de cas, voire de sous-cas, etc. Et ce qui rend la maîtrise réglementaire et la maîtrise technique relativement délicates. Donc en ce sens, il apparaît important de pouvoir définir un socle commun ou un référentiel qui pourra après être utilisé pour des formations, pour des documents, pour des brochures techniques, etc. Et cette étude, qui a été chargée près de 450 fois, est en ce sens une des pierres à cet édifice. Je vous remercie de votre attention.